Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. C'est François Larouche au micro. Et cette semaine, on rencontre Marie-Hélène Gaudreault, députée de la circonscription fédérale de Laurentides-Labelle pour le Bloc québécois. Bonjour Marie-Hélène. Bien, bonjour. Merci d'être là. C'est un plaisir. Écoute, et je sais que j'apprécie doublement ta présence, parce que tu es présente ce matin à l'entrevue, mais en plus, il y a un petit oiseau qui m'a dit que tu t'es couché tard. Je me suis couchée tôt, en fait. Je me suis couchée à 2 heures du matin. C'était le bâillon, effectivement. Et le bâillon, tu veux t'expliquer à nos auditeurs? Moi, je trouve ça intéressant politiquement, mais aussi humainement, que t'es pas, je veux dire, côté humain, t'es pogné là, tu travailles tard, jusque dans les petites heures de la nuit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en fait, quand le Parlement veut passer une loi d'une façon extrêmement rapide, Ouais. donc ce sont des discours où on déborde de l'horaire prévu. Et avec ce qui se passe avec les débardeurs, bien qu'on avait trouvé plusieurs solutions, malheureusement, le gouvernement voulait absolument qu'on puisse en débattre et que ça puisse aller au Sénat dès aujourd'hui pour avoir une réponse demain. Donc, quand c'est pas dans l'ordre du jour, évidemment, ça déborde. Normalement, on termine vers 19 heures. Donc, un bâillon ou un vote d'urgence d'une loi spéciale, ça fait en sorte que le lendemain, on continue, mais on se couche effectivement très tard. Ouais. Et ça arrive-tu souvent, ça? Jusqu'à présent, ça va faire bientôt 2 ans. C'est la deuxième fois que ça m'arrive de voter la nuit et d'être en présence à la Chambre des communes. C'est quelque chose, je pense, que les gens sont pas... Ceux qui suivent la politique comme nous, les auditeurs des engagés publics le savent peut-être, mais c'est peu connu que des fois, vous êtes appelés à travailler très tard dans la nuit. Donc, c'est toujours intéressant. Merci d'être là, encore plus avec cette circonstance-là. On voit que les députés sont des gens engagés qui des fois, il faut qu'ils se lèvent le matin pareil. Là, il est 9h45 en ce moment, puis on est au travail déjà, malgré la petite nuit. Merci encore plus d'être là. Aux engagés, comme je disais avant de partir de l'entrevue, on aime un peu plus savoir les gens, leur parcours personnel, pourquoi ils s'impliquent en politique. Donc, je te lancerai d'abord cette première question, Marie-Hélène. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es en politique généralement? C'est tellement une bonne question, j'aime tellement ça y répondre, en fait. Oui, tout le temps que ça tu vient veux. démystifier un peu, ça vient démystifier un peu ce que les gens disent. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, à 44 ans, t'avais-tu ça dans ton plan? Et moi, je dis aux gens, absolument pas. Mm-hmm. Pour la simple raison, c'est que j'ai fait constamment tout ce qui était en ligne avec mes convictions. Mm-hmm. Et j'ai eu le privilège, en fait, dans ma carrière, qui était une carrière, je dirais, en dents de scie, où les événements de la vie ont fait en sorte que, quand on se retrouve attaché politique et finalement, la vague orange passe, on prend conscience que notre emploi comme attaché politique vient de terminer. Quand on a une crise forestière, parce que je travaillais pendant plusieurs années dans l'industrie forestière, ça, c'est la même chose. Et en même temps, quand on travaille dans le secteur public et là, on a une réforme complète et tous les contractuels, parce que je travaillais à la direction générale aux communications, effectivement, ça aussi, ça fait en sorte que ça propulse les gens à se retrousser les manches et à réfléchir encore une fois, qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qui nous fait du bien. Et je me suis rendue bien, bien compte très jeune, parce qu'à la fin de mon secondaire, j'avais une grande curiosité que j'ai toujours. Et je m'étais donné un défi d'aller voir. Puis à l'époque, on n'avait pas vraiment Internet. En tout cas, j'avais pas de courriel, pas de Facebook. J'avais le goût d'aller m'ouvrir un peu sur le monde. Donc, le destin a fait que j'ai choisi d'aller voir un peu ce qui se passait aux États-Unis, mais plus particulièrement à la culture hawaïenne. Ah! Donc, t'as joué l'utile à 17 l'agréable, ans, là, ici, là, quand même. Là. Évidemment, c'était quand même pas une chose facile de voir s'intégrer à la culture et d'aller faire du surf à toutes les C'est ça, fins de journée. C'est ça, exactement. Mais sache qu'à 17 ans, ça éveille en fait la raison pour laquelle on existe. Et ça
ça nous permet de faire de bons choix. Donc, quand je suis revenue, parce que j'avais plein d'autres opportunités dans la vie, on m'avait demandé de poursuivre à l'Université d'Hawaï dans l'équipe de water polo, l'équipe OK. universitaire. J'avais plein d'options, mais j'ai décidé de revenir parce que dès l'âge de 17 ans, j'avais compris que pour être heureux dans la vie, il faut être accompagné des gens qu'on aime, donc nos proches. Donc, je suis revenue dans ma magnifique région qui est actuellement Lac des Écorces, tout près de Mont-Laurier. OK. Et rapidement, je me suis rendu compte que ça dépendait de nous, en fait, les leviers qu'on dispose pour faire avancer la société. Et au moment où je me suis lancée dans différents projets, que ce soit des projets de façon régionale, nationale, tout ça, dans différents secteurs dont j'ai parlé tantôt, ben, je me suis fait frapper de plein fouet à 20 ans où mon jeune papa de l'époque de 54 ans venait de recevoir un diagnostic fatal de la sclérose latérale amyotrophique. OK. Donc, on nous disait en 97 que dépêchez-vous parce que vous ne verrez pas, le bug de l'an 2000 va faire en sorte que votre vie va bousculer parce que votre papa ne sera plus en vie. Donc, je pense que ce moment-là a fait en sorte que non seulement je me suis rendu compte que la vie, effectivement, elle est fragile, qu'il faut en profiter à chaque jour et je dirais que comme on dit, la bucket list s'est remplie très rapidement. Tu as eu un Et parfois, sentiment, il y a des pas un gens, sentiment ben, d'urgence, mais ça t'a révélé la date limite de la vie un peu, là. effectivement, et on voit la vie de façon différente quand on vit différentes épreuves comme ça. Puis sache que cette maladie-là a été d'une durée de 20 ans. Donc, j'ai passé à travers différents Hmm. processus en fin de vie avec mon père. Mais ceci dit, ma bucket list, je me rendais compte que je la réalisais au fur et à mesure. Et souvent, des gens vont vraiment mettre tout l'accent sur leur carrière, leur famille Ouais. et tout. Et à un moment donné, arrive un appel en disant, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire lorsque j'aurai fait le processus de la vie sur Terre? Donc, moi, ça a commencé à 20 ans. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça ne m'a pas empêché euh, d'oser. Et ça, c'est le mot que je dis tellement souvent, même aux femmes, aux jeunes entrepreneurs, parce que, évidemment, j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai eu le goût d'oser dans le milieu des Ben affaires, oui. dans le milieu de la radio également. Oh, ça, je ne savais pas. Et Oh. oui, je travaillais à la radio, mais je fais un petit peu plus la OK. publicité et l'organisation d'événements. Mais donc ça m'a permis de connaître les cultures puis de voir de l'intérieur comment ça se passe. OK. Et je me suis rendu compte après 20 ans qu'effectivement, je cherchais des leviers pour améliorer, dans le fond, la qualité de vie des gens, la société. Et j'étais toujours bloquée. Mes dernières années, c'était au milieu communautaire. Donc, j'étais directrice d'une corporation de développement communautaire. Il y en a un peu plus de 65 au Québec. Et bon, au national, on avait besoin de leviers pour aider les organismes qui sont essentiels, puis on le sait maintenant aujourd'hui. Hein. Il y a quand même des effets positifs de la pandémie malgré tout. Et les leviers me manquaient. Alors, il est arrivé un jour, en 2019, où on devait trouver une personne qui connaît très bien son milieu, je ne suis pas une experte dans un domaine. Moi, je me nomme multitâche, pluridisciplinaire. Évidemment, j'ai un baccalauréat en psychosociologie, donc c'est vraiment les relations humaines qui m'importent et le bien-être des gens. Et lorsque j'ai rencontré François Blanchet en 2019, il m'a fait comprendre que mon parcours, non seulement pouvait être utile, mais C'est une force. heu, c'était la voie, en fait, qui pouvait me permettre d'aller encore plus loin pour faire avancer notre futur pays. Parce que pour moi, en fait, il y a rien de mieux que de s'en rendre compte lorsqu'on traverse la ligne, et je pense à tous ceux qui ont dû traverser, les premières journées où on avait fermé, les frontières. Ouais, c'est ça. Et quand on se retrouve à Ottawa, et on doit travailler aussi avec des collègues qui ont des idéologies différentes, j'en dirai pas tant, mais moi, ce que je dis aux gens, lorsque la pandémie va terminer,
je vous ouvre ma porte et j'aimerais bien, et je t'invite également à venir passer une journée à Ottawa pour voir comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe en coulisses? On ne voit qu'une petite Oui, parcelle, oui, oui. de notre rôle. On est 338, hein, donc faire bouger un paquebot, là, c'est tout un travail, un rapport de force. Donc là, t'es passé quand même, c'est un beau parcours très, tu dis, multidisciplinaire, c'est vrai. Là. Donc, j'ai regardé un peu ta formation. Tu as travaillé dans l'industrie forestière. Tu as fait quand même plusieurs. Tu as parti ta propre organisation là, dans le domaine forestier après ça. Puis tu étais avec ça, j'imagine, dans le domaine des communautés, domaine communautaire. Mais puis, ma question, c'est là que je m'en vais. Tu es passé quand même d'attaché à député. Pourquoi tu voulais revenir en politique? Puis commencer, passer de derrière les caméras à sur la scène. Ah ben, c'est toute une autre dynamique évidemment. En fait, je pense que le privilège que j'ai eu, c'est de voir de l'intérieur comment ça fonctionne. Donc, Mhm. comme attachée politique, j'avais peut-être un regard en disant: «Politique fédérale, hein, ça est-ce que ça touche vraiment les individus?» Ça semble être, loin de Tellement nous loin, ouais. et tellement, tellement loin et en 2 ans, je me suis rendu compte que j'ai aidé des individus, des familles, des Hmm. communautés. J'ai même sauvé des vies Hmm. pour des petits gestes qu'on faisait qui changeaient la donne pour le destin de ces familles-là. Et là, je me suis rendu compte que finalement, ben, il suffit de s'investir là où nos convictions y sont. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, quand j'ai eu cette invitation et aussi prise de conscience que j'étais peut-être rendue là dans ma vie, de dire: «Je vais, encore une fois, oser. Oser aller jusqu'au bout en me disant: "Suis-je prête de devenir, en fait, une personnalité publique ou du moins, une personne qui peut influencer le sort, des gens de chez nous?" Et ça, c'est ce qui m'a motivée. Évidemment, on n'apprend pas sur les bancs d'école, comment ça se passe, la vie de politicien, et comment, on l'apprend toujours en se respectant et en restant soi-même. Mhm. Donc et c'est la beauté, en fait, parce que quand on se retrouve, nous, au Bloc québécois, à 32, on a tous des personnalités différentes, des bagages différents et comme dès mon entrée qui m'a, particulièrement, touchée, c'est lorsqu'on m'a demandé par ma façon d'être rassembleuse, d'être à l'écoute, bienveillante, tout en étant très, précise et dévouée, dans les domaines où je pratique, ben, on m'a demandé d'être vice-présidente, du caucus du Bloc Mhm. et ça m'a, vraiment touchée et évidemment, mais quand mars dernier est arrivé, mars, 2020, là, la technologie, devait être le moyen, le seul moyen pour qu'on puisse, garder un bon contact et depuis le mois de mars que je préside le caucus du Bloc et ça, c'est un honneur pour moi, parce que quand on est plus d'une cinquantaine, où on a tous envie de s'exprimer, et ça détermine aussi, nos engagements, nos directions, tout ça. On a très peu de temps parce que, comme tu le disais si bien, nos horaires sont extrêmement chargés et je le suis encore et ça, c'est un honneur pour moi d'encore une fois, encore mieux connaître de l'intérieur et d'apporter mon grain de sel sur, l'expérience de vie que j'ai avec, tous les experts que j'ai autour de moi, qui ont, entre autres, pour plusieurs, beaucoup d'années d'expérience en Ben, c'est politique. ça. Puis là, tu m'inspires une question évidente. Écoute, comment on gère ça? Écouter, prendre en considération, prioriser l'opinion de 32 autres ou d'une cinquantaine de personnes. Comment tu fais ça? Ben, la clé, c'est de l'organisation et de la planification. OK. Donc souvent, les gens vont dire: «Ben, présider une assemblée, c'est tellement simple, hein, c'est de gérer le processus, s'assurer que le climat est bon, maintenant qu'on a un ordre du jour pour connaître quel est le contenu de notre réunion». Ben, en fait, si on veut vraiment respecter ces 3 conditions-là, il faut se préparer. Donc, dans mon cas, c'est qu'il y a des rencontres au préalable. Il y a aussi des discussions, des échanges lorsqu'on sait qu'il y a des sujets qui vont apparaître, à l'ordre du jour. Donc, quand la préparation est là, on doit évidemment
s'ajuster au rythme du groupe, puis au rythme, évidemment, de l'actualité, que lorsqu'on se Ouais, prépare, c'est ça. ça ne veut pas dire que quelques heures plus tard, il n'y a pas un scandale qui débarque. Donc, et en même temps, ben, de, d'être bienveillant. Donc, Hmm. je dirais que souvent, on a tendance, hein, à vraiment se respecter les règles à la lettre hein, parce que dans la vie, si on n'avait pas toutes ces règles-là, on ne saurait pas quand avancer et quand avancer au feu de circulation quand la lumière est verte, hein. Donc effectivement, c'est d'apprendre à danser avec le groupe. Donc, ça fait drôle de dire ça, mais effectivement, c'est d'apprendre à connaître les gens avec qui on travaille et de s'ajuster tout en respectant un horaire, un temps prescrit, mais d'avoir aussi nos marges de manœuvre. OK. C'est quoi, en fait, ce qu'on ne peut pas prévoir et c'est toujours inscrit dans ma petite carte, toute prête. Fait que j'en comprends de ce que tu me dis, c'est qu'il faut un peu savoir négocier en dansant le tango, 2 pas pour moi, 2 pas pour toi. C'est un peu ça? Ah, que ça ressemble à ça, effectivement. Ouais, OK. Oui, parce qu'il Je faut sais pas. bousculer ses pieds, exact. Ah, Quand on danse, hein, oh! c'est ça. C'est bien dit. Je pense à l'autre chose, un peu plus bonbon. Je suis toujours curieux de savoir. C'est tellement une position, puis je suis content que je peux te tutoyer, mais je respecte beaucoup la fonction de député telle qu'elle soit. C'est quand même, c'est un mode de vie, c'est pas un job, c'est une fonction de l'État. Et tu prêtes ton corps à l'État, tu prêtes ta vie à l'État. Euh, qu'est-ce que tu as appris là-dedans? Et moi, ce que j'aime demander aux députés, c'est qu'est-ce que tes commettants, qu'est-ce que les gens de Laurentides-Labelle t'ont appris? Ben, d'abord, j'aimerais, d'entrée de jeu, dire que je pense que je vais réaliser tous ces propos que tu viens de mentionner lorsque je ne serai plus députée. Hmm, Puis honnêtement, je pense que c'est correct comme ça. Parce que quand on prend pour acquis et quand on se donne une posture qui peut nous dépersonnaliser parce que la machine est énorme ben et oui. effectivement, ça peut être très impressionnant. Donc moi, sans me dire que je me pince à chaque jour, c'est que j'essaie de pas trop en prendre conscience. J'essaie de rester, telle que j'étais, que Mhm. ce soit des petits projets, que des gros projets d'envergure. Donc c'est sûr que pour les gens de Laurentides-Labelle, il y a eu, ben, un enjeu où, le territoire s'est trop immersé. Donc Hmm, c'est 43 municipalités. Donc OK. évidemment, bien que je m'étais investie dans les dernières années, il y a des MRC où on ne me connaissait pas. Donc il y a vraiment 2 situations. Il y a une situation où, dans le nord, où j'habite dans la MRC d'Antoine Labelle, les gens m'ont vu œuvrer, hein. Ils m'ont vu aussi Connaisse. être près de mon père, au chevet et cetera, de lever en fait des montagnes, avec quand on me disait que c'est impossible, ben moi je m'organisais pour aller jusqu'au bout parce que je dis aux gens: «Il y a 26 lettres dans l'alphabet, donc on ne peut pas arrêter avec un plan B». Je me suis déjà rendue à des plans D, mais je me suis pas rendue à Z, OK. il y a toujours de bonnes solutions. Par contre, pour les gens du sud, ben ça a été d'une façon différente. J'ai dû énormément, aller sur le terrain pour qu'ils puissent entrer en contact avec moi. Mhm. Parce qu'effectivement, il y a la barrière, de l'image qu'on projette quand on est député, mais qu'il faut apprendre à connaître l'être humain. Donc je me suis vraiment, portée, au défi d'aller rencontrer le plus grand nombre d'entreprises, d'organismes, de citoyens, et ça là, ça a été un très grand plaisir parce que je suis une fille, qui aime les gens. Par contre, dans il faut comprendre qu'on a changé un petit peu notre façon de faire avec la pandémie. Donc les gens vont me poser la question, ben, c'est quoi la différence? Ben, la grande différence, et je l'ai dit hors d'onde tantôt, ben, c'est que je faisais vraiment beaucoup de vroom vroom, sur mes 19 000 km² et aussi à direction Ottawa. Et là, ben, ça s'est transformé en zoom zoom. Donc zoom zoom a un grand avantage. L'avantage, c'est que ça se passe juste, simplement au bout des doigts, Mhm. par un clic. Donc très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais eu un privilège de rencontrer des gens. Il y avait encore des gens que je n'avais pas pu, voir, mais ceci dit, j'ai participé à toutes et ça, ce n'est pas un absolu. Je n'ai pas manqué aucune cellule de crise, dans l'ensemble du territoire pour s'assurer que les éléments pouvaient descendre autant pour Québec, les municipalités, les organismes et aussi qu'est-ce que je pouvais ramener dans les comités permanents parce que j'ai siégé au comité permanent des finances. Donc
Et je disais aux gens, regardez ce que ça peut faire. Quand, par exemple, il y a eu le signal où on disait, oh, la prestation canadienne d'urgence, là. Donc, il y a des gens ils vont ne pas aller au travail parce qu'ils sont pompiers volontaires et qu'ils vont dépasser le fameux 5 000 net et non pas brut. Et là, ça occasionne un enjeu majeur sur la sécurité publique. Et là, quelques heures plus tard, je m'en vais au comité finances, on adresse ça justement au comité. Le soir, le ministre Duclos en fait part et le lendemain, c'est modulé. Donc, évidemment, c'est un gros défi Mhm. de faire connaître aux gens parce que j'entends beaucoup les gens dire ben, bon, ben, vous n'êtes pas au pouvoir. Ben non, puis on ne sera jamais au pouvoir. En fait, notre pouvoir, ça va être d'avoir La notre pays, fameuse hein. critique du Donc, nous, bloc. on est là en attendant. Oui, c'est ça. Et c'est de faire la démonstration que nos gestes comptent et nos gestes vont faire la différence. Ça, c'est un gros défi. Et c'est pour ça qu'il faut être très proche de nos gens et de faire la différence entre la partisanerie et le rôle qu'on fait Hmm. comme élu. Fait que Mhm. c'est un beau défi pour moi, mais effectivement, on a beaucoup à démystifier parce que même mes collègues de l'Ouest m'ont dit, mais ma gang de séparatistes, ben, parfait, j'aimerais ça qu'on se parle. On va se jaser pour essayer de percer les perceptions qui peuvent être biaisées. Non, non, Et ouais. très souvent, ben, ça crée de bons contacts et ça nous permet d'encore mieux se faire écouter. OK. As-tu appris quand même quelque chose des gens de ta circonscription ou des Québécois, à force de les rencontrer, tu te dis, ah, wow, on est vraiment comme ça, ou ma gang, on est comme ça. Y a-tu quelque chose qui ressort à force de rencontrer des gens de ton secteur? Ben, je vais être très honnête, hein, j'avais déjà beaucoup exploré. Donc, Ah, t'es en fait, connaissais. mes rencontres ont. Mais oui, mais ma rencontre a confirmé Ah. que dans le sud de la circonscription, c'est notre joyau de tous les espaces qu'on a en termes de villégiature, en tourisme. Puis il faut comprendre aussi que j'ai une grande famille, donc j'ai des gens qui vivent dans OK, le là, sud de la t'as des liens avec la circonscription. moitié de la circonscription. C'est comme ça que t'as gagné, là. Ben, j'avoue, là, je vais être honnête, là. Je, je me suis beaucoup, comme on dit, je me suis beaucoup impliquée dans différents domaines, mais ce que ça a fait aussi, c'est que je me suis promenée beaucoup. Donc, souvent, les gens, même s'ils ne connaissaient pas mon nom, mais ils savaient, par exemple, que, ah oui, ça, je le sais, quand on nous a réclamé que quand on fait une rencontre régionale, ça se passe pas juste à Saint-Jérôme, on peut aller aussi à Mont-Tremblant, voire même à Mont-Laurier. Ah, Donc, on a fait des congrès nationaux jusqu'à chez nous, c'est bon. euh, où, où les gens du Québec ouais, il faut user en fait, de ruse et ça, ben, j'en faisais mon cheval de bataille, je le fais encore aujourd'hui. Mais essentiellement, ça m'a vraiment fait comprendre que nos enjeux de société, ils sont très criants, dans les premiers mois. Puis j'en étais souvent quand on en est nous-mêmes victimes, ben, ça augmente la crédibilité et quand on parle d'internet haute vitesse, la couverture cellulaire, quand on apprend qu'une municipalité va perdre son fameux pagette parce que ça coûte plus d'1 million de reconduire, en fait, reconduire le contrat et que ce que ça fait, c'est comme la municipalité se retrouve dans une cuve, non seulement il n'y a pas d'installation pour une couverture cellulaire, mais il n'y a pas d'accès internet. Donc là, quand on parle de sécurité publique, puis qu'on dit aux gens, imaginez, là, vous avez une ligne dure, mais que vous avez vos fameux téléphones sans fil, panne électrique, téléphone ne fonctionne plus, on a un appel d'urgence, donc les premiers répondants doivent cogner aux portes à savoir où ça se trouve, il n'y a pas de communication. Donc, là, je me dis, on est en 2021, Donc, est-ce que ça 2020, mais t'affecte c'est les récentes vraiment. annonces dans l'Internet haute vitesse, ouais? Ça m'affecte énormément. Je me croisais les doigts au début de notre entrevue pour m'assurer Que ça que ça ne fonctionne, soit pas ouais. intermittent. Donc, mais ça m'affecte énormément quand les enfants ont commencé à avoir de la classe à la maison. Mon conjoint ou l'ensemble des 300, 300 employés de l'entreprise où ils travaillent sont à domicile. Bien, évidemment, je dois reconnaître que d'Antoine Labelle, il y avait une démarche au préalable qui avait été faite avant mon arrivée Ouais, ouais, pour ouais. la fibre, mais par contre, c'est pas encore sur tout le territoire. Donc, on doit jongler avec le satellitaire, Mais qui est les récentes intermittent, mais annonces qui est qu'il y a eu aussi au fédéral puis avec le provincial commun, là, ça va aider les gens de ta circonscription, c'est ça?
Ben, non seulement ça va aider, mais OK. je dirais que c'est le fruit de tellement de pression parce que sache que dans ma fougue, c'est pas quelque chose qui se passe régulièrement, mais j'ai tout de suite fait appel aux 43, en fait les 44 élus, parce qu'il y a 43 municipalités dont un préfet, et de me dire, pouvons-nous s'unir Ouais. pour vraiment aller à Ottawa? Et il n'y a pas personne qui n'a pas signé. On a envoyé une pétition d'un citoyen qui se disait, écoute, ça m'a coûté 12 000 là, que je puisse travailler à la maison, c'est un non-sens. Et la mobilisation a fait en sorte, et dans le fond, il faut taper sur le clou. Il faut juste comprendre que quand on est au fédéral, souvent, on dit à nos enfants, après 3 fois, ça ne marche plus, c'est fini, mais au fédéral, c'est facilement 125 fois de Ah oui? répétition avant qu'il se passe quelque chose. Oui. C'est pas encourageant, ça? C'est pour ça qu'on doit répéter, 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 et souvent les gens, ils doivent comprendre que si on le fait, c'est parce qu'on ne le fait pas pour rien, c'est que ça va débloquer, et on l'a vu avec les annonces de transfert qu'on attendait, puis qu'effectivement, ça arrive, et OK. ça, j'en suis très fière. Passons à la forêt. Vous avez publié là, dernièrement une étude où on dit grosso modo, et tu me corrigeras au besoin, là, que si on maximise l'industrie forestière, on crée de l'emploi au Québec. Comment on fait ça? Enfin, c'est quoi les grandes lignes? Et comment on fait ça dans le respect des capacités de la forêt, là, en étant écologique? J'aimerais bien prendre 1 heure pour Oh! t'expliquer Attends une comment on minute, fait là. Fais-moi pas un l'aménagement du challenge, là. territoire. Si t'as du temps, là. Ah en fait, j'avais prévu d'avoir une marge de manœuvre, alors OK. c'est important pour moi d'entrer en contact jusqu'à épuisement, je dirais. Non, mais sans blague, effectivement, quand j'ai travaillé dans le milieu de la forêt, mon défi premier comme psychosociologue, qui n'était pas du tout, je ne suis pas une ingénieure forestière, donc évidemment, ça a été de comprendre comment on fait l'exploitation, comment on s'assure de respecter la biodiversité, comment on harmonise les usages, parce qu'une forêt, c'est notre terrain de jeu à tous. Donc, et mon objectif était aussi de redorer cette image-là, parce que malheureusement, on se rendait compte que quand on pose la question, je posais la question à mes enfants, puis je leur disais, écoutez, mes filles, je sais que pour vous, couper un arbre, hein, c'est pas bon, c'est pas beau. Mais sache que l'arbre va repousser, puis sache que lorsque l'arbre est mature, si vous me dites qu'on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, là, l'arbre est là pour nous aider. Parce que lui, il va capter tout le long de sa vie le CO2. Et attention, quand il vient à maturité, ben, il va rejeter tout ce qu'il a capté. Alors, quand on en fait vraiment, quand on prend le temps de bien planifier quel arbre qu'on va utiliser pour en faire des produits Mhm. de consommation, donc on va garder le carbone. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand j'ai pris connaissance qu'effectivement, une forêt ne reprend pas vie comme un champ de maïs de façon annuelle, mais Ouais. quand la planification elle est bonne, effectivement, on ne devrait pas avoir de soucis, au contraire. Et là, l'enjeu qui se passe en ce moment, on entend beaucoup parler, et c'est cyclique et c'est tout à fait normal. J'ai vécu la crise forestière dans les années 2000. Et là, aujourd'hui, c'est de se dire, comment on peut utiliser notre matière ligneuse d'une façon différente, qui entre directement dans les solutions pour notre changement climatique. Puis ça, c'est important de mentionner que l'étude qu'on a faite, non seulement c'est pas une étude qui vient de n'importe où, c'est une étude qui vient de l'ensemble des députés du Bloc québécois, à même notre budget de fonctionnement. On s'est dit, là, on le sait, on le croit, mais on veut en être sûr, et les études ont clairement démontré qu'avec tout le bois de trituration, donc ça, c'est le bois, en fait, là, qui va se retrouver en forêt, qui OK. va être bon pour la biodiversité, OK. hein, parce que ça prend comme on dit, du bois mort pour la faune, Ouais. etc. Mais quand il y en a trop, ce n'est pas bon. Alors, il y a une vingtaine d'années, on parlait beaucoup de ce bois de trituration-là comme produit de biomasse. Et on s'est rendu compte avec les études, et je suis tellement fière parce que dans Laurentides-Labelle, particulièrement, dans le secteur de Mont-Laurier, il y a des experts qui ont fait tout ce qu'il fallait pour démontrer que si on réussit
à sortir la cellulose de la matière ligneuse, on est capable de remplacer le pétrole. Remplacer le pétrole, là, ça va jusqu'à remplacer le pétrole qui se retrouve justement sur mes lèvres. Donc, c'est la cosmétique, le pharmaceutique, c'est tous nos Oh, ouais. produits où ben absolument. Et ça existe et c'est pour ça que cette étude-là a démontré que quand on dit on veut augmenter les possibilités d'emploi, ben c'est que non seulement on aide au changement climatique, on a une solution énergie propre, on utilise déjà la matière ligneuse qui n'est actuellement non maximisée, et en plus, ben, on a besoin d'un petit coup de pouce pour innover parce que ça, c'est un démarrage et on va remplacer ce qu'on recherche, c'est-à-dire de remplacer tous les produits fossiles à des produits d'énergie propre. Là, l'enjeu qu'on a, évidemment, c'est de transférer les sommes. Ben, on l'a constaté avec les milliards de dollars de façon annuelle pour toutes les subventions à l'industrie fossile. Ça n'a pas aidé le développement, mais outre, outre que les sommes d'argent en recherche et développement, Ouais. ben, on a réussi à le démontrer qu'effectivement, on a la solution. Donc là, maintenant, il faut avoir les moyens de nos ambitions, puis c'est pour sauver notre mère qui est notre terre. Donc, c'est pour sauver notre terre, en fait. Là, je Ce comprends n'est que c'est pas simplement pour une diversification d'économie, là. C'est vraiment pour c'est une solution qui est encore l'écologie. en phase de développement ou en recherche et développement, qui est embryonnaire ou... C'est encore plus loin que ça, Ah, en OK. fait, si on avait les moyens de nos ambitions, parce que les sommes d'argent, malheureusement, sont destinées à des créneaux spécifiques et si on fait la nomenclature de toutes les sommes, ben, ça a été dans les dernières années davantage dans l'industrie automobile et dans tout ce qui est énergie fossile. Donc là, on se doit d'avoir un réajustement parce qu'on est prêt. On est prêt à faire, ben, on l'a vu, hein, dans tout ce qui est, transport électrique avec l'entreprise Lyon qui est mes voisins, en fait, OK. à Saint-Jérôme. Donc, c'est la nouvelle pression et la nouvelle requête qu'on fait parce que ça va augmenter le nombre d'emplois, des bons emplois, des emplois où on peut être fier parce que non seulement on utilise la ressource naturelle qui qui va être régénérée, qui va être bien traitée, puis qu'en même temps, ben, on va changer nos mauvaises habitudes d'énergie fossile. OK, intéressant, intéressant. Est-ce que les emplois là, créés, là, selon l'étude, c'était uniquement dans ce remplacement-là du pétrole ou c'était plus divers, c'était tout l'écosystème de l'industrie forestière? C'était Ben, il y vraiment... en a autant dans la première OK, transformation. OK, Donc OK, il y avait... évidemment, tu sais, il y a vraiment la deuxième, troisième transformation qui surtout la troisième qui se doit de se développer, mais la première transformation vit des années, quand même particulièrement difficiles. Évidemment, ben, il y a les enjeux internationaux aussi de d'importation-exportation qui nous touche encore une fois. Donc, c'est sûr, c'est comment on négocie avec nos voisins. Donc, si on veut garder en fait notre compétitivité en Ouais. fonction de ce que les clients, en fait, souvent nos clients changent d'idée. Quand je travaillais au déroulage dans l'industrie chez nous, j'ai participé au projet de mise en place d'un nouveau séchoir c'était juste 4,1 millions, hein? C'est pas Ben, tant, quand même, hein, quand finalement. même. Mais non, mais quand même, c'est énorme. Et quand le séchoir s'est fait installer par nos amis brésiliens et nos experts d'Allemagne, ben, on venait de se rendre compte que le développement qu'on voulait faire sur le marché européen, ben, les gens euh, avaient des requêtes complètement différentes que le séchoir ne pouvait pas offrir OK. sur la qualité et la face claire de la feuille de déroulage. Et là, on se disait, ben, voyons donc, on ne peut pas aller plus vite, là. Donc, on ne peut pas aller plus vite, mais ceci dit, ça prend un coup de pouce. Et ça, ben, on veut notre juste part. Puis je pense qu'on va l'avoir. Ça Puis s'en vient. je trouve ça intéressant parce que là, je reviens à la proposition en matière dans l'industrie forestière. Puis j'écoutais le discours hier de Joe Biden au Congrès dans la session commune où il, euh, il réévoquait l'importance des fois de l'État d'investir des sommes dans certaines industries pour générer des innovations ou donner un petit souffle dans la voile d'une innovation. Donc, on parlait tantôt des sommes investies au fédéral dans l'industrie forestière ou dans l'industrie pétrolière. Peut-être qu'il y a des fonds à déplacer pour mieux aider certaines innovations, puis arrêter de financer des industries qui vont être en décroissance, on l'espère, dans les prochaines années, là, comme le pétrole. Là.
Ben, je pense que c'est un passage obligé. Là, l'enjeu qu'on a, c'est qu'il faut que les bottines suivent les babines et Hmm. que, dans le fond, faut pas oublier parce que les gens qui nous écoutent, ben, quand on sait on vient de faire nos déclarations de revenus, là, Ouais. ben, il y a une énorme partie qui vient au fédéral. Donc, quand on est capable de démontrer, puis on l'a toujours fait depuis que le bloc existe, qu'on n'a pas notre juste part et il y a des amis, et des grands lobbies, et je suis justement depuis 1 an en train de démystifier tout ce qui est d'apparence de conflit d'intérêts, tout ça, c'est un gros défi pour moi et effectivement, ben, quand on se rend compte précisément comment on s'est fait oublier, dans le fond, plus on revendique, plus on se dit: «Bon, ben, vous êtes toujours des gens qui grognent et que vous êtes insatisfaits», mais quand on démontre vraiment les chiffres et que les gens sont bien conscients que leur argent, non seulement n'est pas transféré en santé, puis c'est pas une question de pandémie, ça fait des décennies qu'on n'a pas la juste part qui Ouais. était clairement inscrit dans la Constitution, là. Donc, ça, je pense que cette connaissance-là des gens, vont comprendre, en fait, le rôle dont on a et pourquoi on va aussi loin que d'avoir, cette juste part-là. Bon, ça serait Mais, mieux de pas effectivement, on quémander, a mais il faut. beaucoup, beaucoup. Ça serait mieux de pas quémander à chaque fois, mais c'est notre dû, faut que ça nous revienne, on a le droit à ça, donc demandons-le si on peut, là, je veux dire, si on le fait pas, il Tout nous le à fait. donnerait pas, là. Mais ceci dit, ce que Biden, amène, c'est vraiment pertinent dans la mesure où ça donne le ton si, justement, un pays, heu, un pays de telle ampleur où, le pétrole est d'une très grande importance, ben, je pense que ça donne le signal également qu'on peut faire une Ah, transition ils sont loin devant. sans faire des mises à pied massives. C'est Ouais. pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire la transition, il faut trouver des moyens de et là, la transition, elle est plus qu'urgente. On dit: «On est à 1, ben, si on regarde les chiffres, ben, je pense que là, on est plus que conscient. Il faut dès maintenant agir et non pas à se propulser dans 2050, c'est maintenant et ça, c'est inacceptable avec ce qu'on vit et j'ai un peu honte, Hmm. de j'ai un peu honte. Je suis très fière du Québec, mais j'ai honte du Canada, honnêtement, dans cette position-là. Autre dossier chaud, tout ce qui est éthique, données personnelles. Là, sauf erreur, corrige-moi, tu es aussi vice-présidente du comité permanent sur l'accès à l'information. C'est toujours bon, ça? Bravo. Toujours bon, Puis, tout à fait. donc, c'est quand même un dossier chaud, tout ce qui est protection des renseignements personnels, accès à cette information-là. Comment le Bloc participe à ce débat-là en ce moment au fédéral? On trouve ça pas mal difficile en ce moment. Ouais, Pourquoi? j'imagine. Parce que d'emblée, bon, quand on commence, on regarde les rapports qui ont été faits, les études où on est rendu. Bon, on avait à se retrousser les manches pour trouver des solutions, en matière de respect des renseignements personnels. Mhm. Et donc là, moi, je suis arrivée avec mon bâton de pèlerin, avec un paquet de spécialistes et j'étais prêt, de faire feu pour, moduler, en fait, les lois qui sont complètement à côté de la plaque si on se compare à d'autres pays, Ouais. qui ont pris, en fait, le droit fondamental de respect à la vie privée et la gestion de la gestion de nos données personnelles. Donc, au moment où on commençait à travailler et d'emblée, ça a été accepté unanimement. Mhm. C'est un cri par, ce qu'on a vécu dans les dernières années, sur les fuites de renseignements personnels. Malheureusement, ben, dans un comité qui doit œuvrer de façon très large, c'est-à-dire au niveau des conflits d'intérêts, mais c'est aussi des conflits d'intérêts à l'intérieur du gouvernement et de l'éthique. Ben, la pandémie, on voulait pas que ça arrive, mais il y a eu des choix. Au tout début de la pandémie, on a été énormément, et ça, je dois le dire, on a été sollicités, on a été à la contribution de différents programmes et à un moment donné, ben, on se complaît, hein? Puis quand on commence à gouverner, seul, ben, avec la technologie, donc on se voit moins. Donc c'est là que les décisions commencent à être prises, sans consultation. Quand on donne le droit à quelqu'un de décider rapidement pour une pandémie, ben, ça peut donner, ce qui est arrivé dans, le scandale de We Charity Mhm. et ça, on n'est pas encore sorti du bois là-dessus.
Donc, on est à cheval dans un comité où on se doit de réagir sur l'actualité, puis l'actualité a démontré en décembre grâce aux médias, grâce à vous, de faire ressortir les enjeux de la pornographie juvénile et aussi le manque de vigilance sur toutes nos plateformes de divertissement adultes. Donc, on a dû s'ajuster dans l'actualité, mais d'aller jusqu'au bout pour démontrer à quel point la décision qui avait été émise par le gouvernement pour émettre des bourses étudiantes, hein, c'est remettre des bourses à des étudiants qui font du bénévolat. Donc, payer d'une autre façon lorsqu'on aurait très bien pu augmenter le budget pour les emplois d'été des jeunes entre 15 et 30 ans. Et là, c'est quand on s'est rendu compte tout ce qui était de connivence. J'avoue que c'était impressionnant lorsque j'ai déposé ma motion au comité pour demander la démission de M. Morneau. As-tu marché? Et il a démissionné. Donc, moi, je dis au final. Hein? Au final, c'est au final. Comment ça se passe, comment on s'y prend, ben, au final. Et au final, l'enjeu qui me désole, c'est qu'actuellement, il y avait plus de 900 millions de dollars pour aider nos jeunes qui ont vraiment travaillé dans la pandémie, qui n'a pas été réinjecté, par exemple, pour nos emplois d'été Canada, où on a dû couper énormément parce que les demandes sont énormes. Et ça crève le cœur quand on pense à une relance économique. Donc, effectivement, ce que ça fait, c'est qu'un comité doit jongler avec tout ça et jongler aussi avec les règles parlementaires. Parce que souvent, les gens disent comment ça se fait que vous aboutissez pas? Bien, quand on vous dit que la règle, la prémisse première qui se veut de donner le droit de parole à l'élu, donc, qu'est-ce qui se passe quand on donne un droit de parole à l'élu? Il n'a pas un facteur temps. Ben, c'est que quand on arrive en comité, puis si on ne veut pas aller plus loin, ben, on appelle ça, on fait de l'obstruction, du filibustering. Et ça, ben, j'en ai eu ma dose. J'ai passé 40 heures à entendre de discours en discours, simplement pour ne pas passer au vote, parce que justement, les députés du gouvernement essayaient de sauver la peau de leur premier ministre. Plus en termes là, de protection des informations personnelles au Canada, est-ce qu'il est trop tard? Qu'est-ce que c'est fait? Nos données on est tout ouverts, on a tous des dossiers, tout est observé, sniffé chez Facebook, Google. Est-ce qu'il est trop tard? Ben, moi, je dirais que 95% des individus, nos données sont libres. Sont libres, d'une part, parce que il y a des règles qui existaient, mais souvent, quand on utilise des appareils technologiques, on ne va pas dans les détails des niveaux de confidentialité. D'ailleurs, moi, ce qui me désole, c'est que bien que nos données sont libres, maintenant, il faut les protéger. Et pour les protéger, il y a différents moyens de le faire. Et d'ailleurs, j'ose le dire parce que Apple a décidé, ça ne fait pas le bonheur de Facebook, de Google, et de vraiment moduler pour tous les clients d'Apple pour réussir en fait à avoir des règles précises, à savoir peut-être que tu as envie d'accepter que lorsque tu vas consulter un site parce que tu as envie de t'acheter un bon set de patio pour cet été, que hein, tout d'un coup, tu te retrouves sur Facebook et finalement, tu as plein d'autres publicités qui ont un lien direct. Mais ça se doit d'être un choix et ça se doit d'être un consentement. Et dans la protection, présentement, on n'a pas ce qu'il faut pour nous protéger parce qu'on utilise seulement nos données de connaissance. Donc, il suffit d'avoir le nom, hein, le nom, la date de naissance, numéro d'assurance sociale. Et ça, il faut que ça arrête parce qu'on le voit déjà, on a une double vérification. Soit parce qu'on nous envoie, par exemple, un texto pour nous dire est-ce bien vous qui nous parlez. La reconnaissance, tout ce qui est biométrique, donc la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale. On le fait d'ailleurs au Parlement, ça a pris 6 mois. Et la pandémie a fait en sorte que on n'a plus à être officiellement présent. On a une application qui fait une double vérification avec tout ce qu'il faut pour s'assurer qu'il n'y a pas de biais et de faux votes. Donc, mais les lois ne sont pas au rendez-vous. Il y a un projet de loi en cours qu'on va bientôt étudier qui amène en fait à moduler le secteur, toute l'entreprise privée, mais il faut aller au-delà de ça. C'est vraiment de changer notre
notre façon de s'identifier et de décorréler, en fait, notre fameux numéro d'assurance sociale ce qui était à la base spécifique pour le gouvernement fédéral là, à utiliser. Mais là, les gens ont dit, bah, on a un numéro, donc on va l'utiliser à toutes les sauces. Donc, la réponse, c'est oui, il est trop tard pour que tu sois une personne unique et on ne sache pas qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tout ça, parce que tu utilises des appareils qui t'écoutent. Ouais, mais il y a un mais, il y a un rôle pour le législateur d'agir encore. Absolument. L'enjeu qu'on a, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont été fraudés et c'est pour ça qu'il faut aller en amont, là. Là, on agit en aval, là, mais là, faut vraiment aller en amont et ben, il faut accepter que dans notre rôle, ben, lorsqu'on n'aura pas terminé de compléter ce projet de loi-là pour sauver la vie de certaines personnes parce que quand on est fraudé, c'est vraiment, tout un défi. Ben, en fait, ça va tomber au feuilleton parce qu'on va avoir une élection qui s'en vient, à toute fin pratique d'ici la fin de l'année 2021. Là, es-tu prête? Donc, Êtes-vous prêt? Comment tu te sens, là? Ça te tente-tu? Ben, une élection, en fait, il faut comprendre que les gens disent: «Oh, on voit nos élus, pendant la Aux période 4 ans, électorale». ouais, c'est ça. Mais c'est Ouais, mais ce qu'il faut comprendre que j'ai pu bénéficier avec le Zoom Zoom dont on parlait tantôt, d'entrer encore plus en contact auprès des gens de chez nous. Mais d'un autre côté, il faut pas oublier que notre rôle de législateur nous prend 26 semaines par année. Donc ce 26 semaines-là, si on fait juste le basculer en disant: «Finalement, tu t'occupes de ton monde et tu vas t'assurer de bien les connaître». Donc c'est simplement on canalise notre énergie et pour moi, une campagne électorale, c'est vraiment un bon moment parce que c'est que ça que je fais. Évidemment, quand on est un député, en fonction, on se doit de continuer à offrir un service, mais ceci dit, il y a pas de 26 semaines par année à être au parlement, à faire notre travail de Non, c'est ça. législateur. Donc moi, je suis prête, absolument. C'est bon. Ben on se souhaite bonne chance. Puis si les gens, moi j'invite les gens qui Bon nous écoutent. succès, bon Ben succès! j'espère. Puis j'invite les gens qui Moi, je nous dis aux gens: écoutent. «Bon Oui, vas-y, vas-y. succès». OK. Mais je dis bon succès parce que le succès, en fait, c'est le fruit de notre travail et quand on a mis les efforts et l'énergie, on y arrive avec du succès. De la chance, c'est comme à la loterie. T'as Tu raison. sais, c'est comme on pige un numéro. Fait que moi, je dis Ben, aux gens: d'habitude, je «Bon dis d'autres succès». Ça veut choses. Je dire que dis, tu as je te travaillé. souhaite de la. Mais ça se dit moins bien des politiciens, comme on dit. Ben, j'ai fait du théâtre longtemps, hein. Sache que le mot de Cambronne, a été grandement utilisé parce que c'était vraiment précieux d'avoir beaucoup d'assistance pour faire un bon travail Fait que sur les planches. j'invite tous les auditeurs qui ont aimé ce qu'ils ont entendu à commenter, à nous dire ce qu'ils en pensent sur l'industrie forestière, les changements climatiques, la place du pétrole au Canada, est-ce qu'on obtient notre juste part de l'argent fédéral en commentaire en ce moment. Mais sinon, Marie-Hélène, si les gens ont aimé ce qu'ils ont entendu aujourd'hui et qu'ils veulent participer à ta prochaine campagne électorale, comment ils peuvent le faire? Bon, tous les moyens sont à leur disposition. On a le site internet qui est tellement simple à trouver, hein. On me nomme MH Gaudreau, évidemment. J'ai également ma page Facebook, Mhm. et sur le net, ben, on peut avoir toutes les coordonnées aussi, lorsqu'on va à la Chambre des communes, évidemment, là, pour entrer en contact de vive voix avec moi. Et ça va me faire un grand plaisir de rencontrer et de mieux connaître aussi les gens de chez nous. Excellent. Merci beaucoup d'avoir été là, Marie-Hélène. Ben, à une prochaine fois! À une prochaine, et je dis aussi merci aux auditeurs d'avoir été là aujourd'hui. Évidemment, abonnez-vous comme à chaque fois, à chaque fin d'épisode, à notre balado. On veut que vous nous suiviez. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify. Également suivre nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Et pour recevoir l'infolettre, consultez notre boutique avec tous les chandails, dont celui de Se partir une république. Vous engagez bientôt découvrir nos formations pour savoir comment faire de l'organisation politique. Visitez engagerpublic avec des s.com. Merci encore à tout le monde et bonne semaine!